on se rend compte que c'est des gens qui ont été très pris par leur activité professionnelle et qui n'ont pas eu le temps de s'occuper aussi bien de leurs finances que de leur carrière. Et justement, c'est là où on retrouve ces envies de changement, de switch professionnel, cette quête de sens, le travail sur son ikigai. Et donc, on a ces questions de financement qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expatrié. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire au revoir Président et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes? Quelles étaient leurs vies d'avant? Comment ont-elles mûri leurs décisions? Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes? Quelles stratégies financières ont-elles mises en place? Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série de Au revoir Président qui traite de la finance. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors quelques mots d'introduction avant de démarrer cette discussion. Donc effectivement, le sujet de la finance est quelque chose qui revient de manière assez récurrente quand j'ai des interviews avec des gens qui font des Au revoir Président. C'est souvent une peur qui est citée. Donc, on a fait un épisode sur la peur avec Éric Blondeau. Donc, je me suis dit que c'était utile sans doute pour nos auditeurs, pour mes auditeurs, de pouvoir traiter ce sujet. Donc, la question c'était avec qui le faire. Et donc ça, assez naturellement, je me suis tourné vers toi, Nicolas, puisque en fait, tu es mon conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on se connaît depuis pas mal de temps. On s'est connus quand j'étais à Barcelone. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années. Tout à fait. Et donc voilà, là, tout de suite, pour être au clair de ce que cet épisode n'est pas, donc c'est pas un épisode qui va vous conseiller tel ou tel placement, c'est vraiment plutôt d'avoir un peu une vue globale en disant comment est-ce qu'on peut aborder le sujet de la finance quand on est un cadre, quand on a une carrière, et plus spécifiquement, voilà, quand à un moment donné, on peut avoir un objectif, en fait, de faire un break ou alors de changer littéralement de vie avec des changements structurels on passe du salariat à l'entrepreneuriat par exemple. Donc c'est comment est-ce qu'on peut au mieux anticiper ce genre de sujet. Et donc voilà, c'est ça que je propose si ça te va pour attaquer cet épisode. Ça me va. Ok, donc je vais commencer peut-être pour que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, donc merci Laurent tout d'abord pour ton invitation. Donc Nicolas Seignol, j'ai 41 ans, je suis marié et père de 2 enfants, originaire du sud de la France et où j'ai grandi dans les Pyrénées. Et actuellement, je vis depuis donc 10 ans en Espagne, à Barcelone. D'un point de vue professionnel, j'ai commencé ma carrière dans les métiers de la gestion, l'audit financier, qui m'ont permis d'obtenir en 2011 le diplôme d'expert comptable commissaire aux comptes en France. À partir de là, j'ai décidé d'effectuer une réorientation dans ma vie professionnelle, puisque après avoir obtenu ce diplôme, je suis parti tout d'abord me formant et en me spécialisant donc dans la branche, dans le conseil en gestion de patrimoine. Et c'est depuis ce changement-là que j'ai rejoint le groupe Equance, avec donc mes débuts en France au siège social à Montpellier, puis rapidement en expatriation à Barcelone en tant que représentant, consultant pour l'Espagne. Ok, donc pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas ce métier, est-ce que tu peux rapidement expliquer en quoi consiste le métier de conseiller gestion de patrimoine ? Alors oui, nous sommes tout simplement un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine, CGP, avec une approche globale, une approche transversale du patrimoine, où on va traiter toutes, ou du moins les principales, donc classes d'actifs. Nous avons d'ailleurs à ce titre plusieurs agréments, plusieurs métiers, en commençant par métier de courtage en assurance, également courtage en recherche de financement, conseiller d'investissement financier, CIF, et enfin donc toute l'activité immobilière. Equance, c'est environ 8000 clients à l'échelle mondiale, à l'échelle du groupe, puisque l'environnement donc, du français non résident expatrié à l'étranger fait partie intégrante de notre ADN. Ok, donc là on comprend bien le métier, en quoi consiste le service que vous donnez. Est-ce que tu peux peut-être pour
pour que les auditeurs puissent savoir aussi quel genre de profil en fait viennent demander vos services. Donc, est-ce que tu peux décrire un peu le type de gens qui s'adressent à vous en fait? Alors oui, et tout de suite, je voudrais finalement casser le mythe de ce métier qu'on fait qui peut paraître très élitiste comme ça d'un premier abord. Donc en définitive, nous, on s'adresse à une clientèle qui a tout type d'âge, tout type de maturité, quels que soient les projets divers et variés. Pareil en termes de patrimoine, pas besoin d'avoir un patrimoine, d'être multimillionnaire pour avoir affaire à nous. Donc en fait, on se retrouve à faire à chaque fois du cas par cas, du travail sur mesure. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à voir des profils jeunes, disons entre 27 et 30 ans, qui viennent me voir pour la première fois. Ils s'intéressent à leur futur, à leur avenir. Et voilà, donc ils ont le réflexe de venir, et je les en félicite évidemment. Et c'est un plaisir pour moi de les accompagner justement pour vraiment mettre les premières pierres dans leur construction patrimoniale. Bon, écoute, c'est parfait. Dans ce podcast, mes auditeurs, bon, ce sont plutôt des cadres dirigeants ou alors des jeunes managers qui débutent une carrière et qui sont donc destinés à être cadres dirigeants. Donc, en gros, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu abordes le sujet au moment où quelqu'un vient te voir avec ce besoin, en fait, de pouvoir acquérir de la maturité financière. Alors, tout va commencer par une rencontre et un échange donc sur un projet. On commence par faire une photo, adresser un tableau clair finalement de la situation actuelle qui va être le point de départ dans laquelle on va retrouver donc bien évidemment des données financières, mais pas que. Il y a aussi la place là-dedans dans ces toutes premières discussions sur des choses qui ne sont finalement pas financières. Ensuite, où on peut même le faire avant, ça peut être fait en amont de réaliser la photo, mais on va définir les priorités. Finalement, les projets que l'on souhaite entreprendre à différentes échéances. En gros, on va mettre sur la table tous nos objectifs. Et à partir de là, on va définir sa stratégie financière au service donc, du projet de vie. Et le plus tôt on va commencer, le mieux ce sera. D'où l'importance de l'anticipation et de faire un effort, à mon avis, de modélisation. Ouais, moi, j'aime bien ça. C'est vrai que pas se lancer tête baissée dans des investissements, mais bien se dire quel est mon objectif de vie, comment et du coup mettre une stratégie financière au service d'un objectif de vie. Et la modélisation dont tu parles, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Et bon, c'est peut-être mon passé de directeur financier, mais c'est vrai que faire un tableau tout simple, et même si c'est pas la réalité, c'est se projeter. C'est en gros, je suis au début de ma carrière, et c'est quelque chose un exercice que j'ai pu faire, comme tu le sais, et de se dire voilà, on met en colonne les années, et de se dire quelque part, j'ai des enfants, à quelle année ils vont passer le bac, ils vont faire des études supérieures, combien ça va me coûter, et ça oblige un petit peu d'anticiper en gros les flux de cash, donc les flux entrants et sortants, les flux entrants étant les revenus qu'on peut faire, les bonus, etc., ou bien les instruments de motivation qu'une entreprise peut donner, et les sorties, c'est tout ce qui est remboursement d'emprunt, achat immobilier, enfants, etc. Et donc c'est vrai que moi je me retrouve dans ce que tu dis, qui est de modéliser, c'est-à-dire vraiment de faire un business plan de sa propre vie. Même si ça change au cours de la vie, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir cette modélisation de cette stratégie financière. Ouais, effectivement, ton modèle de cash flow, moi, j'ai beaucoup adhéré, il était très clair, où tu me demandais mon avis, je me rappelle, donc c'était vraiment parfait comme tu l'avais fait. Donc voilà, définir une date précise, définir donc son besoin de revenus souhaités au moment où on va peut-être prendre un congé sabbatique et on aura une perte de revenus professionnels. Donc ça, c'est très, très important. Mais aussi, et donc là, ça ne va pas forcément rentrer dans le business plan personnel, mais il va falloir, puisque cet événement à terme de congé sabbatique, donc ça, c'est pas de l'imprévisible, c'est du prévisible, mais n'empêche qu'il va falloir essayer de quand même toujours penser à l'imprévisible, au risque potentiel, et voilà, et donc penser à garder de la prudence et venir définir, en tout cas quantifier un matelas financier. Un matelas financier, ça va être du cash, des liquidités. Alors ça justement, c'est quelque chose qu'on entend toujours, il faut avoir des réserves. Est-ce que là, tu aurais des conseils? En fait, comment fait-on pour savoir quel est le bon niveau des réserves que chacun doit avoir pour faire face à ces imprévus? Alors, pour définir ça, j'aurais tendance à exprimer ces réserves en nombre de mois cumulés de charges fixes. Donc les charges fixes, après, voilà, donc on ne peut pas donner un chiffre puisque les charges fixes de chacun, mes charges fixes sont différentes des tiennes et inversement, voilà, on a tous les cas. Et aussi, voilà, il y a la personnalité des personnes. Parfois, je sens une angoisse, un stress monter, en tout cas une peur d'avoir un manque à gagner trop important dès lors qu'on a, si je prends un exemple, disons 30 000 40 000 euros
qui dorment sur un compte bancaire, alors qu'à l'inverse, certaines personnes avec plusieurs centaines de milliers d'euros, dès lors qu'on descend en dessous d'un seuil, sentent qu'ils rentrent dans une zone d'inquiétude, de turbulence. Donc quelque part, c'est vraiment une donnée personnelle. Moi, j'ai pas à opiner là-dessus. Il faut être à l'aise, en tout cas, avec cette donnée-là. Ok, donc l'objectif, c'est d'être serein. Donc à ce stade, si on résume, donc c'est des objectifs de vie. On essaie de modéliser ça en termes de cash flow. On se constitue une réserve. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Alors, on s'efforce à calculer quelle va être sa capacité d'épargne mensuelle. Alors, j'explique ce que c'est, mais finalement, c'est tout simple. Je pense que chacun le fait ou devrait le faire. En tout cas, c'est simplement regarder combien est-ce qu'il nous reste en fin de mois d'épargne potentielle à mettre à contribution dans un projet qu'on aura défini. Voilà. Attention à ne pas mettre la barre trop haut, puisque souvent, on me donne un chiffre et j'ai tendance, par principe, à couper ce chiffre en deux en disant non, attention, déjà avec ces sommes-là, on peut faire des choses vraiment intéressantes, surtout si on anticipe et on plus la démarche. Donc l'idée, c'est vraiment pas je fais un peu de philosophie, pardon, mais c'est pas venir de se mettre le couteau sous la gorge et que cette quête finalement de l'indépendance financière future revienne à mettre un stress, une pression insurmontable et qui est pas souhaitable dans le présent. Ok, donc arriver à se constituer une capacité d'épargne qui soit confortable, on va dire, pour pas se mettre le stress, ça on l'a bien compris. Et donc une fois que tu arrives à définir ce montant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut débuter par première chose à faire, c'est construire donc sa pyramide, son socle patrimonial, un socle solide, l'image des fondations d'une maison. Et l'immobilier peut et doit, à mon sens, constituer cette base solide. Ça, on va y arriver. Donc, comment on va se constituer ce patrimoine immobilier? Déjà, avec peut-être une épargne qui est déjà présente, qu'on a accumulée au cours des dernières années, donc des liquidités, mais aussi avec de l'argent qui ne nous appartient pas, qui va être de l'argent qu'on va solliciter auprès d'une banque à l'occasion d'une demande de financement, le fameux levier crédit bancaire. Ok. Et donc là, l'achat en propre peut être une solution, mais il y a aussi d'autres possibilités pour l'immobilier, non? On n'est pas obligé d'acheter directement un appartement. On peut très bien louer aussi. Donc, dans ce cas-là, tu conseillerais quoi? Alors, ça va dépendre donc du projet de vie, puisque ce ne sera pas la même chose si on pense à un projet d'investissement sur sa résidence principale ou bien alors simplement un investissement locatif. Mais en théorie, pour investir dans l'immobilier, finalement, on n'a besoin de pas grand-chose, on n'a pas forcément besoin de liquidité. Je prendrai un exemple d'une classe d'actifs qui est bien connue et appréciée par les professionnels comme nous, qui est la SCPI, donc, qui veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Donc c'est vraiment de l'immobilier pur, on l'appelle la paire papier, mais bon, après, moi je trouve que franchement, la démarche, c'est exactement la même que d'investir dans un bien tangible comme on a l'habitude de faire ou qu'on a déjà fait. Donc en fait, dans cette classe d'actifs-là, on n'a aucun minimum. C'est-à-dire que si je peux être investisseur cash et pouvoir investir qu'une somme relativement modeste, comme par exemple 1 000 euros, je pourrais éventuellement rajouter un peu plus, en plus de mon apport, avec un effet levier bancaire, avec un financement. Mais on peut aussi dire, voilà, je vais investir, je n'ai pas forcément de liquidité parce que j'ai dû doter mon matelas financier avant. Donc voilà, je veux quand même investir, j'ai une capacité d'épargne. Donc voilà, on va investir uniquement avec le recours au levier crédit. Ok, donc une fois qu'on a ce premier socle de la pyramide avec de l'immobilier, si on arrive à dégager des capacités financières supplémentaires, sachant que effectivement pendant une carrière, en fait, on a des augmentations de salaire, on peut avoir des bonus qui tombent, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ce premier socle qui est rempli avec l'immobilier? Alors, tu parles donc des excédents. Donc, ces excédents-là, on va pouvoir effectivement les travailler. Ça va dépendre aussi, surtout quand même, de son aversion au risque, qui est une donnée propre à chacun. On va pouvoir aller sur d'autres classes d'actifs, des classes d'actifs plus dynamiques, qui vont permettre d'aller chercher des performances un peu plus ambitieuses. Attention, parce que là, on va clairement faire rentrer un paramètre qui est celui de la volatilité, de la valorisation de son actif, ça va être un peu plus, ça sera moins stable, disons que l'immobilier est moins prévisible. La bourse, on sait que ça paye sur du long terme, il peut y avoir quand même des périodes de haut et de bas. On peut prendre possibilité de s'indexer sur des trackers, construire soi-même son portefeuille d'actions. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de solutions.
Donc en gros, le message, c'est qu'il faut être capable de tenir sur le long terme. On sait que ça, on l'entend beaucoup partout, que en fait, ces produits-là valent le coup sur le long terme. Là, tu as cité quelques-uns, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres produits qui existent. Oui, et avant de citer donc tous ces autres produits, je reviens juste un instant sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le problème fondamental, c'est qu'on entend toujours parler des mêmes solutions, et elles représentent malheureusement qu'un très faible échantillon de ce qu'il est possible de réaliser. Donc il y a, si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est qu'il faut vraiment essayer de sortir un peu du discours qu'on peut avoir souvent, pas toujours, mais de notre banquier qui nous appelle suite à l'encaissement au crédit de notre compte d'une somme d'argent importante et qui va nous proposer un peu comme un réflexe les produits traditionnels bancaires, assurance vie, livret, alors qu'on n'a pas forcément besoin de ces outils-là, de ces solutions-là pour venir répondre à nos objectifs. Donc vraiment, j'invite tout le monde, quel que soit le niveau d'éducation, de connaissances financières, mais à avoir une curiosité, puisque, encore une fois, ces outils sont nombreux et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que souvent, même plus que souvent, dans une grande majorité des cas, ce qu'on va être amené à proposer en termes de sous-jacent sont des choses qui sont finalement complètement disruptives par rapport à ce qu'on peut avoir comme idée préconçue, réflexe en amont de prendre une décision d'investissement. Donc voilà. Et donc là, au risque de peut-être d'aller sur des sujets un peu techniques, parce que je voudrais pas que ça devienne trop technique, mais est-ce que tu peux donner juste quelques exemples justement qui sont en dehors des produits traditionnels proposés par des banquiers, juste pour un peu se faire une idée? Oui, bien sûr, Laurent, et je vais les citer, mais juste permets-moi de revenir une seconde sur un instrument dont on a déjà parlé, qui est la SCPI, puisque c'est quelque chose qui commence quand même un instrument qui commence à être assez connu un peu par tout le monde. Maintenant, ce qui est confidentiel dans cet instrument-là, c'est l'utilité et en cours, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, un peu comme à l'image d'un couteau suisse, hein, on sait que ça coupe, mais après on ne connaît pas forcément toutes les autres fonctions. Donc voilà, nous on aime beaucoup la flexibilité qu'il offre. Par exemple, on va pouvoir aller travailler un complément de revenu différé au moment de la retraite, venir utiliser sa capacité d'emprunt avec les leviers crédit, l'investissement en démembrement, pleine propriété, démembrement viager, préparation de la succession, mais également aussi l'optimisation de sa fiscalité. Voilà. Ensuite, dans le domaine du plus confidentiel, on va avoir certaines obligations privées, je pense aux fonds de crowdfunding immobilier, d'autres fonds de private equity pur, certains instruments avec des noms un peu barbares comme l'OPPCI, là, qui sont vraiment dans du domaine vraiment assez strict d'un point de vue confidentialité, et voilà, puis d'autres choses comme l'assurance vie, mais l'assurance vie un petit peu différente, l'assurance vie luxembourgeoise qui offre plus de sécurité par définition grâce au triangle de sécurité, et également une possibilité, une ingénierie financière beaucoup plus grande à l'heure de définir l'allocation du contrat. Ok, donc ce que je comprends, c'est que vraiment, on est capable d'aller sur des produits en fait qui ne sont pas connus du grand public, si j'ai bien compris, et qui en fait vont pouvoir justement répondre à ces objectifs qu'on s'est fixés d'une manière plus pertinente que ce que le banquier va nous proposer, qui lui en fait sort de son, on va dire de son catalogue, le produit type. Il va pas s'embêter, il va pas chercher à comprendre ce dont on a besoin, mais plutôt les produits que lui veut vendre. Et donc là, si effectivement, si on veut avoir accès à tous ces produits en fait qui sont par définition moins connus du grand public, donc comment est-ce qu'on peut y avoir accès et quel serait le conseil pour pouvoir se lancer là-dedans? Alors, je m'excuse d'avance, mais je vais prêcher un peu pour ma paroisse. C'est vrai que ce métier de CGP, il est là pour ça, pour vraiment d'avoir une connaissance des outils, de toute la puissance qu'ils peuvent apporter dans des objectifs de vie qu'on aura définis ensemble préalablement, et puis surtout venir les imbriquer ensemble pour arriver à structurer une stratégie et la mettre en place. Ok, donc finalement, est-ce que ça veut dire que c'est au moment où on arrive à cet étage de la pyramide, c'est en gros, j'ai fait ma réserve, j'ai fait mon immobilier, et maintenant je vais sur des produits, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver un conseiller en gestion de patrimoine? Alors, prends un peu de recul sur cette fonction-là et sur le timing. Je vais reprendre une allusion qui n'est pas de moi, qui est celle de notre président fondateur du groupe, Olivier Grenon-Andrieux, qui justement à l'occasion d'un podcast récemment conseillait le métier de conseiller en gestion de patrimoine à une agence de voyage, puisque en définitive on peut organiser son voyage seul, hein, décider de ne pas faire appel à de l'aide, ou bien alors au contraire avoir recours à un professionnel. Et à ce moment-là, on va avoir quelqu'un qui va nous questionner, qui va nous s'informer sur nos goûts, qu'est-ce qu'on aimerait en termes de destination, et il va nous aider donc à faire les meilleurs choix. Donc on ne se retrouvera pas tout seul dans ce voyage, et peut-être qu'au final il sera mieux et on aura gagné du temps.
Et là, on comprend évidemment que le mieux, pour répondre à ta question du timing, c'est quand même de travailler le plus en amont possible avec ton agence pour mieux définir ton voyage. Il ne faut pas commencer à s'intéresser et prendre contact avec la personne la veille de son départ. Ok, donc est-ce que ça veut dire que, étant donné que mon podcast aussi, ça peut s'adresser à des auditeurs qui sont plutôt dans la quarantaine, cinquantaine, qu'en gros c'est foutu, on vient trop tard? Mais définitivement, on a très souvent cette fourchette d'âge, comme tu dis, quadra, quinquas, qui viennent nous voir donc, pour la première fois. Et pour garder l'image de l'agence de voyage, même une fois qu'on est parti, on peut quand même s'adresser à une agence et demander de l'aide pour éventuellement continuer à être accompagné sur la fin ou réorienter son voyage. Ok, et là typiquement, quand c'est le cas, donc c'est-à-dire qu'en fait les clients qui vous rejoignent et que vous n'avez pas pris très jeunes mais qui arrivent à cet âge-là, typiquement c'est quoi les raisons qui les poussent à vous contacter? Alors, il y a plein de raisons, mais souvent, ça peut être des raisons familiales, vraiment diverses et variées, mais souvent quand même, dans la plupart des cas, on se rend compte que c'est des gens qui ont été très pris par leur activité professionnelle et qui n'ont pas eu le temps de s'occuper aussi bien de leurs finances que de leur carrière. Et justement, c'est là où on retrouve ces envies de changement, de switch professionnel, cette quête de sens, le travail sur son ikigai. Et donc, on a ces questions de financement qui arrivent. L'ikigai d'ailleurs, qui était un sujet que j'avais, c'est marrant que tu le cites, mais bon, j'imagine que c'est pour ça que tu l'as écouté, non, l'épisode sur les... Oui, j'ai fait ce travail aussi sur moi-même qui m'a beaucoup intéressé, donc j'essaie de l'appliquer. Là. D'accord. Et donc en fait, moi, ce cas-là me plaît bien parce que là, on va vraiment dans le cœur de la cible de ce podcast. Donc là, concrètement, si tu as quelqu'un qui vient justement en te disant, voilà, j'ai la cinquantaine, j'ai fait un peu le bilan et en fait je veux donner soit faire un break, soit donner une nouvelle orientation à ma carrière, qui va y avoir des impacts, des changements, etc. Donc là, c'est quoi la méthode? Comment vous allez travailler ensemble? Alors, on va d'abord se rencontrer et lors de cette première rencontre, ce premier entretien, on ne va pas parler de placement, on va juste tâcher de bien comprendre, c'est la partie plus importante du travail, ce que recherche la personne, donc comment, en la questionnant. Et l'objectif, ça va être d'arriver à définir un cahier des charges très précis en termes donc d'objectifs. En fait, c'est le même travail que l'on fait lorsqu'on commence jeune, mais à la différence près que là, maintenant, le timing est un peu plus short et les objectifs, les envies sont également plus précises. Ensuite, l'analyse du patrimoine se met en place, donc on analyse effectivement l'existant. Et voilà, et en fonction de cette feuille de départ, on voit quel chemin on a à parcourir pour arriver finalement à l'objectif. Donc à partir de là, on est amené à faire des réarbitrages, par exemple, arbitrage, donc céder certaines participations au profit d'autres, renforcer le levier bancaire pour donner un accélérateur à la croissance du patrimoine, renégocier certaines lignes de prêt, créer des structures juridiques. Voilà, donc c'est là que commence notre travail. Oui, donc là on voit vraiment que c'est de la haute voltige. Et en fait, ce que je sens bien, maintenant, je comprends bien qu'effectivement, tu disais qu'en fait on va analyser le patrimoine, donc c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que la personne va accepter de te livrer l'ensemble de son patrimoine, ce qui n'est pas forcément évident, sauf si tu as effectivement des dizaines d'années derrière, en fait, vous vous connaissez, et du coup une confiance. Donc je comprends bien, en fait, le fait de commencer tôt permet aussi, au moment où il y a besoin, en fait, d'avoir la confiance suffisante pour pouvoir parler du patrimoine et donc de faire les meilleurs arbitrages possibles, c'est ça? Oui, c'est un peu paradoxal parce que nous, plus on a d'informations, ce que j'appelle un peu la matière première, plus on va être pertinent dans notre conseil, mais en même temps, je comprends que c'est pas évident quand on n'est pas la personne. La confiance, c'est pas quelque chose qui s'acquiert du tac au tac. Et clairement, voilà, les sujets évoqués, donc simplement les questions d'argent, c'est des questions par définition quand même qui sont confidentielles. Mais bon, quand on parle de réorientation professionnelle, de moi ce que j'appelle le syndrome du frein à main, dire ok, à un moment donné, je vais donner du sens à ma vie, je veux faire quelque chose qui compte pour moi. Et ben, c'est pas forcément ça aussi, même si c'est pas forcément financier, c'est quelque chose qui est très très confidentiel. On est souvent à l'origine même de ces débuts de réflexion, de ces débuts de travail dans cette deuxième vie professionnelle. Oui, on voit là l'intimité. En fait, c'est pas qu'un sujet technique, c'est pas un conseiller technique, mais on voit vraiment qu'il y a même une dimension un peu qui ressemble même à du coaching, à de l'accompagnement, quoi. Ouais, complètement. Et quand on peut le mettre en place, c'est là où finalement notre travail prend tout son sens.
moi personnellement j'ai vraiment le sentiment d'être utile. D'ailleurs c'est drôle, mais la semaine dernière lors d'un déjeuner de la Chambre de commerce française à Barcelone, j'ai discuté avec une personne qui est coach et on s'est rendu compte que nos métiers étaient très similaires et ce qui nous remplissait à nous en tant que professionnels, hein, dans notre interaction avec nos clients, c'était justement le fait de sentir qu'on est utile. Lui pour la partie confiance en soi, développement personnel, et moi pour justement l'accompagnement patrimonial. Et là, c'est intéressant parce que je fais juste un lien à l'instant là sur quelque chose qu'avait dit Eric Blondeau dans l'épisode sur la peur. En fait, il disait que quand il y avait de la peur, en fait, il fallait pouvoir accéder à un tiers, parce qu'un tiers allait questionner et allait pouvoir apporter un éclairage de façon non impliquée, en fait. Et c'est vrai que quand on parle des sujets d'argent, finalement, c'est des sujets qu'on partage très peu avec sa famille, avec ses collègues, avec ses amis. Et donc, en fait, finalement, on peut en parler peut-être uniquement à son conjoint, par exemple, qui est partie prenante. Et donc, l'idée d'avoir un tiers extérieur qui peut éclairer, ça, surtout, et puis qu'il y a la connaissance, parce que là, je dis souvent, chacun son métier. Donc là, on voit le côté vertueux, en fait, d'avoir un sparring partner, un véritable sparring partner. Donc, je comprends tout à fait. Ok, donc là, je pense qu'on a fait un bon tour. Je vais peut-être essayer de résumer parce qu'on a dit pas mal de choses. Donc effectivement, moi, ce que je retiens, en fait, qui est important, c'est vraiment commencer tôt, justement pour établir cette relation de confiance qui sera bien utile quand on va commencer à aborder des sujets qui vont être assez techniques, et donc il va falloir faire les bons choix de produits. Bien sûr, tu as parlé de cette épargne de protection très liquide pour faire face aux imprévus, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Et bien partir aussi des objectifs de vie, c'est-à-dire qu'en fait, bien avoir en tête que c'est une stratégie financière au service des objectifs de vie, et donc c'est là où il faut qu'il y ait de la cohérence en fait dans les choix qui sont faits en termes de décision d'investissement. Et puis, ce qu'on a dit aussi, c'est ne pas hésiter de modéliser donc ces objectifs de vie. Et donc ça, en fait, finalement, tout se termine par des histoires de cash flow. Donc, en fait, ce qui rentre et ce qui sort. Et ça, le fait de pouvoir le mettre sur le papier, en fait, ça aide la personne qui est concernée, donc c'est celui qui fait les investissements. Mais également, c'est un document support qui peut servir justement quand on échange avec le conseiller en gestion de patrimoine. Et ensuite, j'ai bien compris qu'il y a la pyramide d'investissement, et donc ça avec le premier socle qui est le plus solide, qui est l'immobilier, où là effectivement tu as dit qu'il y a plusieurs objectifs possibles en fonction si c'est résidence principale, SCPI, pierre papier, etc. Et ensuite, plus on monte dans la pyramide, si j'ai compris, plus on se donne la capacité d'aller vers des produits qui sont plus volatiles, et donc qui vont être plus dynamiques, mais également des produits qui vont être moins faciles d'accès, et donc d'où l'intérêt à ce moment-là d'avoir le conseiller qui va pouvoir aller chercher, on va dire, au fond du catalogue, les choses qui ne sont pas forcément proposées par des banquiers traditionnels, qui est normalement l'interlocuteur avec qui on va parler finance, et donc pouvoir justement aller être plus efficace dans tous les sujets financiers. Est-ce que en disant ça, j'ai à peu près bien résumé ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant? Ça te paraît je pense que c'est un bon résumé, mais attention, hein, je vais rajouter une couche, désolé, mais c'est pas que finalement il ne faut pas réduire l'investissement financier qu'à ça. Il y a tellement de choses. Et bon, évidemment, c'est impossible dans un podcast d'une trentaine, quarantaine de minutes d'être exhaustif sur l'intégralité du sujet. Regarde simplement un témoignage entre personnel, le temps qu'on a pu dédier au cours des 10 dernières années, toi et moi, et encore, je te parle que des sujets finalement qui faisaient du sens par rapport à toi, tes objectifs et ta situation. Donc, on pourrait aussi parler pour ouvrir le débat, mais voilà, c'est juste en ouvrir une porte, forcément y rentrer, mais pour simplement pas perdre en vue qu'il y a aussi d'autres choses qui sont fondamentales, et c'est notre rôle également à un moment donné de les mettre sur la table. C'est tout ce qui est donc les sujets liés à la succession, la prévoyance de la famille, la protection du conjoint. Mais bon, encore une fois, là, on sort un petit peu du cadre de ton podcast. Oui, on voit que c'est très large et effectivement, on ne va pas avoir le temps au cours de cet épisode de tout traiter. Donc, mais justement, comment est-ce que du coup, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui ont envie en fait d'aller plus loin et d'en savoir plus et d'augmenter leur culture financière? Quels sont les genres de ressources que tu pourrais conseiller? Moi, j'en ai par exemple quelques-unes qui viennent en tête. Moi, j'aime bien La Martingale, qui est un podcast qui est très sympa et justement dont l'objectif est d'accroître la maturité financière. Il y a un autre aussi qui s'appelle L'Avenue des investisseurs, où là vraiment c'est très pédagogique sur l'explication, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, non? Est-ce que toi tu as les tiens Ah oui, il y en a beaucoup. Tu recommandes? Oui, je pense qu'on a à peu près les mêmes, et c'est vrai que
Moi, j'aime bien aussi certaines émissions radio qui sont spécialisées sur le patrimoine. En gros, tout ce qui va traiter du business, de l'économie réelle, voilà, c'est toute cette culture un peu économique qui nous aide après à mieux appréhender des solutions qu'on nous présente et voir si finalement notre intuition nous dit ou pas d'y aller. Ok, mais en fait, tout ça, on voit qu'il y a un problème. En fait, c'est le temps. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. Donc moi, j'en ai juste choisi un comme ça que j'écoute de temps en temps. Mais en fait, on voit l'infinité du sujet. Et c'est vrai que du coup, et là, je vais prêcher pour ta paroisse, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de te rencontrer, de rencontrer Equance. Et c'est vrai que c'est un gain de temps formidable parce que quelque part, lorsqu'il y a une relation de confiance, c'est vrai que vous avez la capacité d'apporter en fait les bonnes propositions au bon moment en fonction des objectifs, quoi. Donc c'est le témoignage que je peux faire. Ouais, écoute, c'est mieux si c'est toi qui le dis. En tout cas, vraiment, merci pour ce témoignage. Moi, il n'y a rien qui vaut plus que ça. Bon, écoute, je crois qu'on a vraiment fait, un bon tour de piste. Je pense qu'après cet épisode, après avoir écouté ça, il y a peut-être des gens qui voudraient te contacter. Donc, ce n'est pas l'objectif, hein, je tiens à dire. Moi, j'ai rien à y gagner si des gens te contactent. Mais si des gens souhaitent te contacter, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi ? Avec plaisir, tout simplement en m'envoyant un message sur mon message privé sur mon profil LinkedIn ou également, je peux vous me communiquer mon adresse email personnelle. Ok, je mettrai ça dans le descriptif de l'épisode. Ça sera là. Et les gens pourront venir te voir. Bon, écoute, Nicolas, je pense qu'on a fait un bon tour de piste. Je pense qu'on est bien rentré dans nos objectifs qu'on avait définis au départ. Donc, pour ma part, vraiment merci pour ton temps. En plus, tu es venu de Barcelone ici à Paris pour enregistrer chez moi. Donc, merci pour ça. Ah non, c'est vraiment moi qui te remercie. J'ai trouvé l'exercice très intéressant et puis ça fait toujours plaisir de témoigner un peu de son métier, hein, voilà, surtout avec toi dans cette démarche de podcast qui est franchement très intéressante et je t'en félicite. Ok, super, j'espère que cet épisode vous a bien plu et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous, bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.